Les organisations syndicales sont dissipées. Alors, seconde table ronde, comment négocier pour les salariés aidants. Nos invités, pour les organisations de salariés, Bruno Gasparini, secrétaire général du SN Focos, qui est le syndicat national force ouvrière des cadres des organismes sociaux. Bonjour Bruno. Francky Vincent, qui est le président de la Fédération Assurance CFE-CGC. Bonjour Francky. Bonjour Patrick. Benoît Volkoff, président du SNADEOS ou SNADOS, c'est mieux, comme on veut, au choix. En tout cas, c'est le syndicat national des agents de direction et d'encadrement des organismes sociaux, CFTC. Et du côté des organisations patronales, eh bien, Thierry Grégoire et Thierry, comme je suis en train de chercher sur mes fiches, présentez-vous, ça ira plus vite. Vice-président confédéral en charge des branches professionnelles et des groupes de protection sociale à la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises, s'il fallait préciser. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Et je sens une légère popularité, mais je ne sais pas pourquoi. Oh non, ils ont froid. Et Amaury de la Serre. Amaury, pareil, présentez-vous. Alors moi je suis un ex-administrateur de la CNAV pour le MEDEF et je suis également le cofondateur de Prevencare au service des aidants, qui est une entreprise de care management au service des salariés aidants. Merci. Alors avant d'entamer ce débat, on va prendre connaissance de l'éclairage que va nous fournir Arnaud Collin, consultant formateur à l'Institut 410, spécialiste des ressources humaines et plus particulièrement de l'aidance. Arnaud, vous avez la parole. Merci beaucoup Patrick. Donc je vais vous développer les principales mesures qu'il y a aujourd'hui dans les accords de branche et d'entreprise aidants. Juste rapidement, à l'Institut 410, pour le compte de l'OCIRP, nous organisons une veille nationale des accords aidants. Alors quand je dis de veille, c'est à la fois des accords de branche et des accords d'entreprise depuis maintenant plusieurs années. Cette veille vise à alimenter une boîte à outils que nous utilisons dans nos formations, dont je ne reviendrai pas sur nos formations, puisqu'Elodie les a très bien développées tout à l'heure, Elodie, ma directrice. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette veille, on utilise sur cette veille un outil d'intelligence artificielle, un chatbot que nous avons créé, d'accord, et sur lequel nous avons une base des principaux accords existants en matière d'aidance en France aujourd'hui. Alors, je vais vous développer effectivement ces accords. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 4 principales mesures dans ces accords. 4 principales, si jamais je pourrais le résumer assez rapidement. Tout d'abord, la notion d'aidant. Deuxièmement, l'organisation du travail. On a vu que c'est une vraie problématique, on en reparlera sans doute tout à l'heure. Troisièmement, le financement, parce que bon, il faut que quelqu'un paye, voilà. Et enfin, l'accompagnement RH. Voilà, donc c'est ces 4 volets que je vais vous développer en quelques minutes. Donc on va faire donc ce panorama des accords collectifs sur les salariés aidants. Donc bon, il faut savoir qu'il y a de nombreuses branches, donc je ne vais pas tous les citer, qui ont négocié. Alors ces branches, elles ont pu faire un article, 10 articles sur les salariés aidants. Parfois c'est juste une petite mention d'un accord dans le cadre d'un accord télétravail qu'on va privilégier les aidants. Parfois c'est beaucoup plus ambitieux. Tout à l'heure, on parlait effectivement des sociétés d'autoroutes, qui a de nombreux articles sur le sujet. Vous avez aussi, bien sûr, de nombreuses entreprises. Donc moi, ce que je constate, c'est vraiment un vrai tournant en 2024, avec de plus en plus d'entreprises qui négocient, et des branches qui négocient effectivement sur les accords aidants. Donc là, vraiment, je me suis aperçu de ce tournant, avec des mesures de plus en plus audacieuses. Voilà, donc je ne vais pas tous les citer, mais vous les voyez effectivement à l'écran. Bien, alors quels sont les grands types de mesures? Alors le premier type de mesure, c'est d'abord, il faut s'entendre à qui on va aider. D'accord? Donc c'est la définition légale du salarié aidant. Donc il y a des définitions des salariés aidants qui existent dans le Code du travail. D'accord? Parce que finalement, vous avez 3 dispositifs. Vous avez tout ce qui est perte d'autonomie, personnes gravement malades, c'est le premier dispositif. Tout ce qui est accompagnement en fin de vie. Et vous avez aussi, bien sûr, tout ce qui est parents, c'est les parents d'enfants, effectivement, qui sont amenés notamment à aider leurs enfants qui sont atteints d'une grave maladie. Mais est-ce qu'on restreint, est-ce qu'on élargit la notion de salarié aidant? C'est un vrai sujet.
D'accord ? Si on restreint, on peut mettre entre guillemets, excusez-moi du terme, le paquet en termes d'aide sur cette population. Si on élargit, ça permet aussi d'avoir des aidants qu'on n'a pas répertoriés dans le Code du travail. Donc ça, c'est un vrai sujet par rapport à ça. Alors il faut savoir que certains organismes, certaines branches et certaines entreprises vont jusqu'à la définition du RQTA, une reconnaissance de qualité de travailleur aidant. D'accord ? Cette reconnaissance de qualité de travailleur aidant ou un certificat aidant, hein, si je reprends un accord assez récent, ça permet ou de restreindre ou d'élargir cette notion d'aidant. Voilà. Et ça permet aussi, ça peut permettre une certaine forme de facilité par la suite. Deuxième chose, c'est information, formation, prévention. Donc la première chose, et bien Marianne Monchamp en parlait tout à l'heure, c'est la santé mentale. Donc la première chose à faire, c'est un diagnostic santé. Donc les partenaires sociaux ont mis en place, par exemple, des diagnostics santé des aidants. Parce qu'on n'a pas toujours conscience qu'on est en mauvaise santé mentale. Hein, on peut vraiment nier cette mauvaise santé mentale. Alors bien sûr, il y a tout ce qui est sensibilisation des managers, ça c'est important. Nous, c'est quelque chose qu'on développe, hein, c'est concrètement, quelles questions je pose ? Comment je prends le problème ? Parce que vraiment, c'est vrai que les managers, pour en avoir eu de nombreuses en formation, ils ont un problème avec ça. Ils ne savent pas quelles questions poser. Est-ce que je vais trop loin ? Est-ce que je ne vais pas assez loin ? Ce n'est pas toujours évident. Bien sûr, il y a une notion de référent aidant, hein, ça aussi c'est quelque chose qu'on peut développer dans l'entreprise. Alors au-delà du référent aidant, alors après c'est un vrai sujet, est-ce que c'est un assistant social ? Est-ce que c'est un personnel des ressources humaines ? Est-ce que c'est finalement la personne qui est référent handicap ? Est-ce que c'est la personne qui est référent harcèlement ? Il y a un vrai sujet autour de ça. Donc ce référent aidant, on peut s'appuyer notamment sur ce qu'on appelle les managers care. Dans la pratique, c'est vraiment les managers care, c'est quelqu'un qui va prendre en charge complètement l'aidant, sur lequel effectivement il peut s'appuyer. Donc je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Voilà, vous avez aussi tout ce qui est accompagnement diagnostic. Est-ce que je suis vraiment aidant ? Est-ce que je suis vraiment aidant ? Donc là, il y a vraiment des branches qui ont mis en place des choses très efficaces en matière de diagnostic. Et enfin, vous avez le soutien psychologique. Alors ce soutien psychologique, ça peut être des plateformes, certes, mais ça peut être aussi, bien sûr, des psychologues, hein, un être humain sur place. Voilà. Alors après, il y a la problématique des congés et absences rémunérées. Donc bien sûr, il y a des abondements des congés légaux, parce que tout à l'heure, effectivement, on en parlait tout à l'heure, c'est concrètement, il ne faut pas que je perde de l'argent. D'accord ? Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a des allocations qui existent, notre code de la sécurité sociale par rapport aux aidants, et vous avez certaines branches ou certaines entreprises qui abondent ces congés légaux pour qu'il y ait, dans certaines limites, un maintien de la rémunération. Alors quand je parle de limites, ça peut être limite de salaire, ça peut être limite de temps aussi. Vous avez également tout ce qui est congés supplémentaires rémunérés. Alors vous avez des branches qui, par exemple, ou des entreprises qui ont mis en place des congés supplémentaires aidants, au complément, 2 jours, 3 jours, 4 jours par an, pour accompagner, par exemple, l'aider chez le médecin ou faire ses formalités administratives, parce que c'est pas simple. C'est vraiment pas simple aujourd'hui, quand on est aidant, de faire toutes ces formalités administratives, même si les choses ont été facilitées récemment. Vous avez les dons de jours de repos, et puis un don de jours de repos, vous avez des mécanismes d'abondement qui existent. Alors ces mécanismes d'abondement, ça peut être par exemple des fonds de solidarité qui ont été mis en place soit au niveau des branches, soit au niveau des entreprises, soit au niveau des groupes aussi, hein, ça peut être des groupes. Hein. Donc, voilà. Vous avez la problématique de l'organisation et le temps de travail, donc vous avez l'aménagement et la souplesse des horaires. Ça, c'est un point qui est important. Hein, vous avez par exemple des entreprises qui sont des plages fixes, des places mobiles, vous avez des dérogations aux plages fixes. Vous avez la problématique du télétravail, donc j'entendais tout à l'heure Nathalie, effectivement. Il y a des entreprises qui vont jusqu'à faire du télétravail chez les dents, et qui vont jusqu'à financer le télétravail chez les dents, notamment en début, parce que c'est vrai qu'après je rejoins complètement ce qu'a dit Nathalie, en début des danses. C'est important d'avoir des mécanismes de financement du télétravail. Alors c'est relativement peu cher, c'est un écran, c'est pas forcément très cher. Temps partiel et favoriser la mobilité. Donc ça c'est intéressant sur la mobilité, parce que c'est quelque chose de nouveau. Donc c'est soit favoriser la mobilité, soit ne pas mettre en place une clause de mobilité. A contrario, parce que si la personne part. Enfin, vous avez tout ce qui est gestion de carrière. Alors la gestion de carrière, vous avez tout ce qui a été de traitement non-discrimination. Très concrètement, j'ai été aidant, je reviens d'absence, qu'est-ce que je mets en place ? Donc comment je construis l'entretien ? Quelle chance de rémunération, de promotion, de formation ? Et vous avez même parfois des mécanismes de rattrapage salariaux. Vous savez, où l'aidant va toucher, par exemple, la moyenne des primes qui ont été distribuées dans l'entreprise à son retour. Vous avez l'aménagement des fins de carrière, certes, mais vous avez aussi la valorisation des compétences des aidants. Alors, cette valorisation des compétences des aidants, c'est relativement nouveau. Parce que
ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand je suis aidant, j'ai acquis des compétences. J'ai acquis des compétences en matière d'organisation du travail. J'ai acquis des compétences en matière de maîtrise de moi. J'ai acquis des compétences en matière de, je dirais même au-delà, en matière de démarche administrative, c'est peu de le dire. Alors voilà, donc je crois que cette valorisation des compétences, c'est un sujet qu'aujourd'hui, dont les entreprises s'emparent. Alors ça peut être un autodiagnostic, mais ça peut aller au-delà. On peut mettre vraiment des outils à disposition du manager de proximité, parce que la clé, c'est quand même aussi le manager de proximité. Vous avez des soutiens financiers, hein, donc il y a plein de choses qui existent en matière de soutien financier, des outils d'action sociale, donc on peut s'appuyer sur le système assurantiel, les CESU, hein, c'est des systèmes assez simples qui permettent par exemple de financer des aides à domicile, des aides ménagères, qui sont financées par l'employeur, des prêts bancaires aussi, là aussi on peut s'appuyer sur un système bancaire, l'adaptation du logement, ça aussi on le voit de plus en plus parce que ce qui est important c'est que quand l'aidant accueille l'aidé chez lui, c'est important de pouvoir adapter le logement par rapport à ça. Les achats d'équipements, par exemple, c'est tout simple. Hein, l'achat d'équipements, ça peut être, par exemple, financer une voiture effectivement automatique, hein, tout simplement. Voilà, il y a des branches qui ont mis ça en place pour que des choses très intéressantes. Financement d'un droit au répit, parce que l'aidant a vraiment besoin d'un droit au répit. Il faut vraiment lui faciliter la tâche par rapport à ça. Voilà. Et donc, Arnaud, il y a aussi l'accompagnement RH, mais on va en parler plus largement en même temps dans cette table ronde. En tout cas, merci pour cet éclairage extrêmement complet. Messieurs, lorsque on entend les organisations syndicales, on les entend surtout sur le pouvoir d'achat, et quand on entend les organisations patronales, on les entend surtout sur le poids des charges, des salaires en particulier. Alors la question, c'est est-ce que le dialogue social, c'est le sésame? Est-ce que vous avez la possibilité, ayant deux oreilles et une langue, de vous écouter et de vous entendre? Question, je veux dire, c'est une question que je vous pose comme dans le cadre d'une négociation, à vous tous. On peut commencer par Bruno, s'il le souhaite. Oui, je pense que la place du dialogue social est entière sur ces sujets. On l'a vu au travers des possibilités larges qui sont proposées dans différents accords. Peut-être avec une vision un peu plus positive que le point d'entrée que vous avez formulé, c'est-à-dire que je reste persuadé que les visions sont convergentes. Et justement, ce dialogue nourrit, sert des ambitions qui au départ semblent contradictoires, mais qui peuvent converger, ne serait-ce que pour la problématique de la santé au travail, et notamment la santé mentale. Ce sont des sujets qui réunissent forcément les partenaires autour du dialogue. Une convergence, Thierry Grégoire, vous le ressentez comme ça, ou c'est finalement... parce que j'ai l'impression, on en parlera un petit peu plus tard, que ça ne va pas très vite, les accords. C'est-à-dire que c'est comme si un peu on traînait des pieds, peut-être que je me trompe, mais vous allez nous le dire. Mais est-ce qu'il y a une convergence possible et est-ce qu'elle est urgente? Merci. Alors déjà, si on parlait que d'abaissement de charge, on aurait beaucoup de temps libre. Donc, il y a heureusement d'autres sujets que nous traitons dans le cadre du paritarisme. Je rappelle quand même que le paritarisme, c'est d'abord la négociation, le paritarisme de gestion et le paritarisme de représentation. Et donc, c'est un sujet, bien évidemment, qui nous impacte. Rappelez quand même qu'il y a 30 millions aujourd'hui d'actifs dans ce pays, dont 27 millions de salariés, dont 60%, dont les 2 tiers d'entre eux sont des aidants. Donc, c'est quand même pas neutre, hein, 8 à 11 millions d'aidants. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui sont extrêmement... Moi, ce que je peux constater, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui, aujourd'hui, s'emparent du sujet. Probablement que ce n'est pas toujours bien coordonné. Et nous, les partenaires sociaux, on n'est peut-être pas toujours non plus très bons. Alors, il y a effectivement, comme vous le dites, des accords de branche, mais enfin, sur 500 branches, il y en a très peu qui ont négocié des accords dans des entreprises, mais essentiellement des grandes entreprises qui ont les ressources aussi humaines et les moyens techniques et compétences en interne de pouvoir le faire, ce qui n'est pas le cas des TPE-PME. Alors quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les politiques qui représentons la démocratie sociale? C'est probablement peut-être d'abord de s'emparer du sujet dans le cadre de nos agendas sociaux et en tout cas, c'est ce que nous, on fera à la CPME et je pense aussi le patronat dans son entièreté, c'est de l'inscrire à l'agenda social. Vous savez que nos numéros 1 confédéraux ont des agendas sociaux. Il y a des échéances électorales présidentielles qui sont importantes. Et il me semble que
l'aidance est un point qu'il va falloir mettre sur la table, et dans l'autonomie la plus large, avant de parler de financement et en tout cas de surcharge ou de cotisation supplémentaire. Il y a suffisamment d'argent dans ce pays, probablement à réfléchir de façon un peu plus intelligente et cohérente et plus efficace. Et là-dessus, on a des pistes avec mon collègue Éric Chevet qui est en charge des affaires sociales. Et donc, je pense que dans le dialogue social, probablement qu'on doit monter d'un cran au niveau interprofessionnel, peut-être fixer un cadre interpro pour justement stimuler les petites branches qui n'ont pas tous les moyens techniques, juridiques et parfois même de connaissances au niveau des politiques. Ça, c'est le premier point. Je pense qu'un accord interprofessionnel, c'est peut-être quelque chose qui refixera un cadre plus large, sans rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, redéfinir qu'est-ce que l'aidance, la raison d'être, les moyens qu'on peut y mettre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pour nous, et là, je pense qu'on faillit à ce niveau-là, c'est sortir du déni un certain nombre de salariés, comme de chefs d'entreprise, par une meilleure information, une meilleure prise en considération que, puisque c'est l'année de la santé mentale, elle est bien évidemment pour l'aider déjà, mais elle est aussi pour le salarié ou l'actif, parce qu'il y a aussi des travailleurs non salariés, des dirigeants qui sont aujourd'hui touchés par l'aidance, et puis par ricochet aussi la famille, parce que la famille est touchée par l'aidance. Et moi je le vois aussi dans mon entourage, des gens qui souffrent de ça parce qu'ils ne sont pas forcément bien formés, bien informés à ça. Et je vois aussi l'augmentation des maladies neurogénératives, qui pour moi, la santé mentale, elle est même plus importante que la santé physique, parce que par ricochet, lorsque vous n'êtes pas bien dans votre tête, à un moment donné, ça a un impact sur votre physique. Donc là, je pense qu'on a, nous, les partenaires sociaux, quel que soit là où on siège, en tout cas, et c'est là notre rôle de paritaire de représentation, eh bien de pousser collectivement. Et pour que ça pousse collectivement, il faut déjà qu'on soit d'accord au plus haut niveau de la tête des confédérations, et c'est peut-être ça qu'il faut déjà qu'on inscrive à l'agenda social. Donc, probablement pour faire un accord interpro, pousser nos politiques, et Dieu sait s'il y a un abaissement du niveau à ce niveau-là, de la classe politique sur des sujets aussi importants que l'aidance, même si certains ont prêché dans le désert, il y en a heureusement, mais d'en faire un enjeu crucial pour demain. D'abord parce que l'entreprise, ça la déstabilise, et j'en terminerai là pour le début, ça déstabilise son organisation de travail. Et bien sûr, souvent c'est le salarié, c'est le collègue de travail qui est le plus informé de la souffrance, et c'est même une fois sur deux, de ce que vient de ses collègues. Et je pense que ça, c'est un vrai sujet. Et donc nous, les partenaires sociaux, on a une obligation presque morale de pousser ça pour le bien de l'entreprise. Et voilà, donc accord interprofessionnel, ça me semble important. La saisine de nos numéros 1 pour en faire un enjeu aussi important que les retraites, que la rémunération, que les conditions de travail, que tout autre sujet important qui fait partie de notre champ de négociation. Voilà ce que je voulais dire pour commencer à répondre à la question. Merci Thierry. Benoît, je vous cite, quand on a préparé cette émission, vous disiez on peut être syndicaliste et être intelligent, ce qui me paraît évident quand je vous entends tous parler, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut peut-être arrêter les querelles de clochers, les postures, les positions, il faut peut-être simplement se parler véritablement ? La France souffre d'un grand handicap par rapport à beaucoup de pays, notamment européens. Et il y a un indicateur, c'est le faible taux de syndicalisme, d'adhésion. Est-ce qu'on se demande pourquoi ? Est-ce que nous, organisations syndicales, patronales, donnons une image de responsabilité qui donne envie, on va dire, d'adhérer ? On peut se poser la question. Quand vous comparez avec d'autres pays scandinaves, allemands, belges, où là, très franchement, on laisse le champ aux partenaires sociaux. Et d'ailleurs, on a l'exemple, hein, quand on laisse le champ aux partenaires sociaux, ça marche plutôt pas mal. Donc, nous avons quand je dis intelligence, c'est une provocation. Bon, on a parfois certaines centrales syndicales qui ont des attitudes un peu extrémistes, et ça ne fait pas beaucoup avancer ce public. Mais à un moment, quand on est... Être intelligent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'adapter aux réalités et être équilibré. Bon, moi, j'appartiens à une confédération qui, par essence, est adepte du dialogue et du compromis, et pas de l'affrontement. L'entreprise, le patron, c'est pas l'ennemi du salarié. Et inversement, on est la mano dans la mano. Donc, il faut avoir cet état d'esprit. Et on doit s'adapter aux besoins
des salariés aux besoins des entreprises, parce que l'entreprise, c'est quand même elle qui finance l'économie, la richesse. Donc on doit être équilibré de ce point de vue-là. C'est là que je parlais un petit peu d'intelligence. Et on a un rôle majeur à jouer parce que, quelles que soient nos centrales syndicales, on a tous en commun des valeurs d'humanisme. C'est pas pour rien d'ailleurs que nous gérons la sécurité sociale, qui est par essence l'illustration de l'humanisme. Comme le disait tout à l'heure Élodie, on est à la veille de ce 80e anniversaire. Et ça a été réalisé par des gens très différents. À gauche, à droite, des gaullistes, des communistes, des catholiques, il y avait de tout. Donc c'est bien les preuves que ça marche. Donc pourquoi ça n'a pas marché? 45, c'était une belle époque. On est maintenant en 2025, les choses ont un peu changé. Et on doit s'adapter. Donc le dialogue social, je rejoins ce qui a été dit, et c'est ce qui se passe dans les autres pays. Hein. C'est qu'en fait, ce sont les partenaires sociaux qui poussent. Et vu l'état de la situation actuellement en France, s'il y a bien un pôle de stabilité, ce sont les organisations syndicales et patronales. Et parce que nous, on connaît la réalité du métier, ce que vivent les salariés et les entreprises au quotidien. On n'est pas sur la grande démagogie et les grands concepts. Donc, on peut se prendre en charge. Je pense qu'au niveau de la branche, au niveau de nos confédérations, on a beaucoup... Moi, vous savez, je ne suis pas un syndicaliste professionnel. Je suis à la base un agent de direction. Je suis venu au syndicalisme. Et j'ai découvert... Au départ, j'étais pas très chaud. Je me suis dit, c'est qui ces gens qui gueulent, qui manifestent? Puis je me suis aperçu qu'il y avait des gens de grande qualité qui connaissaient bien leur dossier. Et peut-être mieux que certains. Et donc, je crois qu'on a ce rôle d'impulsion à avoir. Et le sujet des danses, il est tout aussi important, effectivement, que les sujets de rémunération, les sujets de congés, parce qu'il va toucher tout le monde, qui peut désorganiser les entreprises, qui met à mal la santé mentale. Et moi, je mettrai une autre notion qui est pour nous très importante au niveau de la sécurité sociale, c'est d'éviter la désinsertion professionnelle. Parce que un aidant, un salarié aidant qui n'est pas accompagné, ça coûte énormément. Ça coûte déjà à notre chère sécurité sociale. En termes d'arrêt maladie, c'est pas neutre. Et je crois qu'il faut distinguer l'absence et la présence. Vous avez des présences qui valent des absences, et vous avez parfois quelques mises en disponibilité qui renforcent beaucoup. Et comme disait quelqu'un, il y a les euros qui coûtent et les euros qui rapportent. Et donc, il y a peut-être aussi des accords qui coûtent et des accords qui rapportent. Merci. Oui, c'est là où tu n'es pas là, quoi. C'est absolument ce que disait d'ailleurs Nathalie tout à l'heure. Amaury, lorsqu'on en parlait, vous me disiez que c'était quand même extrêmement timide, ces signatures d'accords, ces rencontres, que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit dans la branche. Vous me disiez qu'il faudrait, et je pense que les autres partagent aussi cet avis, secouer un peu, alors peut-être pas le cocotier parce qu'on est en France métropolitaine, mais en tout cas secouer un peu là-haut. Ça n'a pas l'air de se bouger beaucoup alors que c'est terriblement important. C'est ce que j'entends, et après je passerai la parole à Francky Vincent qui a des choses aussi à dire sur le sociétal. Mais voilà, ça bouge pas. Est-ce que les patrons sont fainéants? Est-ce que non Bon. Ça bouge. Alors d'abord quelques mots effectivement sur le paritarisme et le dialogue social. Et on en reviendra sur la question de l'aidance. Je pense qu'il faut un peu se méfier quand même de ces postures un peu idéologiques qui sont nationales et médiatiques, qui ont tout leur intérêt, mais qui ne reflètent pas véritablement ce qui se passe dans le dialogue social entre partenaires sociaux, qui, d'une manière générale, sont systématiquement, quelle que soit l'organisation, quelle que soit l'institution, en mode projet. Et donc, un mode projet, c'est quoi? C'est la capacité de réfléchir collectivement sur un problème, des solutions et effectivement un objectif qu'on se fixe avec des mesures d'impact. Il y a moi, quand j'ai découvert la démocratie sociale, assez jeune d'ailleurs, puisque j'étais le plus jeune administrateur de la CNAV, j'ai pu extrêmement bien travailler avec les organisations syndicales, au-delà de toute forme d'idéologie d'une part, mais recentré effectivement sur des problématiques propres. La question de l'aidance est évidemment une question centrale. Et pourquoi le dialogue social est possible sur cette question-là? C'est tout simplement parce que c'est un enjeu social et économique majeur. Quand vous avez aujourd'hui 20% des salariés qui sont aidants d'un proche fragilisé par l'âge, la maladie ou le handicap, que demain ce sera 25%, qu'on fait que les entreprises ne sont pas hors sol, les entreprises comprennent bien qu'elles sont dans un contexte particulier, qui est celui du vieillissement de la population,
qui est l'augmentation des familles monoparentales, donc des difficultés sociales qui s'accumulent. On voit bien que sur les primo-entrants sur le marché du travail, la deuxième revendication après celle de la rémunération, c'est l'accompagnement social. Donc il est évident que les partenaires sociaux sont tout à fait en capacité non seulement de se saisir de cette question, qui, comme je le rappelle, est essentielle, parce que c'est vraiment une question sociétale. Les organisations syndicales vont évidemment défendre le bien-être et l'accompagnement des salariés, c'est-à-dire défendre le capital humain, et les entreprises, elles vont également être obligées de défendre leur capital humain. Et j'ajoute que si vous ajoutez à ça des problématiques de productivité, de fidélisation des collaborateurs, la possibilité effectivement de les faire croître au sein de l'entreprise, tout le monde s'y retrouve. Alors, vous dites, les accords sont timides. Non, les accords ne sont pas timides. Nous voyons de plus en plus, effectivement, d'accords qui se signent au sein des entreprises ou au sein des branches. La question, c'est que va revêtir cet accord? Qu'est-ce qu'il y a dans cet accord? C'est bien d'avoir une mesure d'affichage qui est de dire on a signé un accord à destination des salariés aidants, d'accord, mais ensuite, quelles sont effectivement les mesures pratico-pratiques qui sont prises en compte dans les dispositifs qui sont proposés aux salariés? Merci Amaury. Alors justement, Francky, faire société, c'est quelque chose qui est important. Vous l'avez dit, le compromis, c'est important pour avancer. Ce n'est pas du tout la compromission, on l'a bien compris. Et en fait, vous avez l'habitude de l'assurance, hein, et donc de la négociation. Le dialogue social, ce n'est pas uniquement l'affaire de l'entreprise. Il faut peut-être être exemplaire et puis aller beaucoup plus loin. Alors vous, à la CFE-CGC, comment vous voyez cette façon d'avancer? Comment vous pouvez, j'allais dire, pousser en fait aux aspirations dont chacun témoigne ici, c'est-à-dire que l'aidance, ce n'est pas marginal, c'est quelque chose qui concerne 11 millions de personnes et bientôt plus. Oui, d'abord, il y a une réalité, c'est un fait de société, et tous les éléments statistiques qu'on a pu évoquer depuis tout à l'heure et toutes les informations qu'on a pu échanger, ainsi que les positionnements des uns et des autres, prouvent qu'effectivement, c'est un fait de société, qu'il fait consensus. Aujourd'hui, quand on se présente comme un aidant, et il y en a 11 millions, il y a forcément une compassion sociale. C'est obligé. Dans la relation interpersonnelle et au sein de l'entreprise, il y a cette compassion. Donc forcément, ça fait consensus, et tout ce qui fait consensus permet normalement de faire société. Maintenant, quand on réfléchit à l'aidance, et quand on parlait d'une éventuelle timidité des accords, effectivement, moi je pense qu'il n'y a pas une timidité des accords. Il y en a. Si je prends un domaine que je connais bien, dans la branche assurance, dans la branche de la protection sociale notamment, il y a de vrais accords qui ont été signés, qui sont construits autour de ce qui nous a été présenté tout à l'heure et qui permettent, dans les grandes structures, de pouvoir accompagner correctement. Maintenant, le dialogue social, c'est à tous les niveaux. Et depuis tout à l'heure, on y fait référence. La démocratie sociale est importante. Et à un moment où un Premier ministre, certes isolé, seul jusqu'alors, appelle de ses voeux que la démocratie sociale puisse travailler sur la réflexion, organisation du travail, et bien entendu à l'aube de l'anniversaire de la sécurité sociale, de réfléchir à la protection sociale. Je pense que quand on va réfléchir à une rénovation à la fois du modèle social, de l'organisation du travail, on va forcément trouver une nouvelle donnée qui s'appelle l'aidance. Alors est-ce qu'elle est nouvelle? Non, on se le dit depuis tout à l'heure. Est-ce que la conscience est nouvelle? Oui. Et à partir de là, quand je dis nous devons dans les entreprises continuer à négocier, certes, nous devons trouver au niveau des branches certains accords, mais il faut forcément que la démocratie sociale, puisque la question que tu posais, Patrick, était liée à qu'est-ce que vous pouvez faire, dialogue social. Au-dessus, nous poussions les politiques à pas forcément attendre 2027 et des positions qui seront politiciennes, excusez-moi de le dire, et d'être un peu polémique sur le sujet, mais plutôt d'écouter ce que nous avons à dire en tant que représentants, soit des salariés, soit du patronat. Parce qu'effectivement, nous avons des choses à dire, parce que nous connaissons, parce que nous sommes compétents, parce que nous sommes appétents sur le sujet. Donc si nous avons quelque chose à faire dans une recherche de compromis, et ensemble,
malgré les divergences que nous pouvons avoir sur certains sujets. Ce sera ça. Et quand, tout à l'heure, tu as interrogé à la recherche du compromis, ce que je réponds, c'est oui, soyons forcément unis. Et quand on va travailler sur des sujets tels que les danses, je ne vois pas comment on ne peut pas faire consensus. Et comment on ne peut pas être entendu? Parce que le vrai sujet, c'est effectivement le financement. On y vient. Comment nous allons pouvoir réfléchir à un modèle social, à une protection sociale, à un financement qui se fera à 3 niveaux. Il se fait à 3 niveaux. Il se fait au niveau général, il se fait au niveau complémentaire et il peut se faire au niveau individuel en l'aidant d'un point de vue social ou fiscal. Nous avons des propositions à faire là-dessus. Nous devons être écoutés. Voilà là où notre organisation syndicale, en tous les cas, je pousse, moi, à ce que ce sujet soit mis sur la table dans notre organisation syndicale, parce que la démocratie est partout. Elle est entre nous, elle est aussi au sein de nos instances, et nous y travaillons. Voilà ce que je pouvais dire en réponse à... Merci Francky. D'ailleurs, ça pose la question que je pose à Bruno, mais aussi à vous tous. Est-ce que les danses, la prévoyance que vous appelez tous de vos voeux, la prévoyance collective, la prévoyance pour tous, est-ce que pour l'entreprise c'est une dépense ou est-ce que c'est un investissement? Alors, je dirais que c'est les deux. C'est à la fois une dépense et surtout un investissement. Par rapport à les danses, je pense qu'il faut beaucoup insister sur la notion de coût caché. Déjà, bon nombre d'aidants, on l'a vu, ne se déclarent pas auprès de l'employeur. Et soit ils assument, et après, avec toutes les difficultés qu'on a évoquées, avec une usure, voire un burn-out, voire des difficultés de santé mentale, ça a été dit, voire se mettre en arrêt maladie. Et donc, tant sur l'efficacité immédiate de la personne présente que de la personne qui va être déportée du travail et qui va être en arrêt maladie. Je dirais en résumé que probablement les danses cachées coûtent beaucoup plus cher que les danses qui est accompagnées. Et donc il faut réinsister, une fois qu'on a admis, et tous autour de la table, dans le fameux consensus, que c'est un enjeu, mais aussi un intérêt, y compris économique, d'efficacité pour l'entreprise. C'est à la fois le soutien, mais aussi l'efficacité. Donc ce sont des ambitions convergentes. Et donc à ce titre, certes ça coûte, mais le retour sur investissement sera forcément supérieur à ce qui est posé sur la table en termes de coûts cachés. Effectivement, comme le disait dans une chanson ce grand médiateur des âges qui s'appelle Johnny Hallyday, les coups, quand ça arrive, ça fait mal. Mais tout dépend comment on les envisage, effectivement. Sauf si vous voulez intervenir sur ce sujet de l'investissement, il y a un sujet qui revient dans... Je vous en prie, Amaury, et ensuite on parlera d'autres choses. Dire tout simplement que, évidemment, c'est un investissement, mais c'est un investissement qui rapporte. Parce que quelques études anglaises montrent que le non-accompagnement d'un aidant salarié coûte à l'entreprise 6 000 € par an. Hein, on estime qu'il peut y avoir jusqu'à 15 jours d'absence de plus que la moyenne des salariés. Donc ça a des impacts sur des organisations d'entreprise, sur effectivement les coûts associés, et je ne parle pas évidemment, comme le disait très justement monsieur, des coûts qui peuvent être liés aux arrêts maladie, etc. Donc l'entreprise a un intérêt et un ROI plutôt positif. Oui, tout à fait. Thierry ? Alors, moi, j'irais même plus loin. Je pense qu'on est dans des temporalités politiques qui fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se repose les bonnes questions sur... Bien sûr que c'est ni un centre de coût, ni un centre de profit, la santé et la prévoyance. D'ailleurs, moi, je suis assez favorable à ce qu'on remette le sujet sur la table des désignations. À un moment donné, on ne peut pas faire, notamment sur la santé et la prévoyance, qui sont des risques lourds, des sujets de commercialisation, de dumping social, entre acteurs qui sont censés travailler collectivement, et j'en vois trop dans les organismes dont nous sommes en gouvernance, se tirer un petit peu la bourre, et ce n'est pas le sujet. Et je pense que ce sujet-là doit être mis sur la table des désignations, premier point. Deuxième point, il y a des thématiques qui font qu'aujourd'hui, le harcèlement, la discrimination, c'est des sujets aujourd'hui qui sont ouverts et sont plus tabous. Et bien, les danses, ça doit être la même chose. C'est-à-dire qu'on doit aussi accompagner à sortir de la clandestinité toutes celles et tous ceux qui sont dedans. Et pour sortir de la clandestinité, ben, il faut amender, former, informer, expliquer au maximum dans toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, sur ce sujet-là. Parce que derrière,
eh ben, on voit bien que la santé mentale, la santé physique, c'est de l'arrêt, effectivement. Alors, on fait les arrêts de maladie, je ne reviendrai pas sur ce qui nous a amené à discuter depuis quelque temps sur l'application des arrêts maladie pendant les vacances, les congés payés. C'est une application de la directive européenne et on n'a pas le choix. Ça montre juste bien qu'on n'est pas au même niveau dans tous les pays européens. Mais c'est un investissement parce que l'humain est au cœur de nos entreprises, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et que celui qui n'en est pas conscient, voilà. Et le dirigeant en est conscient. Et souvent, au plus haut niveau, je pense que c'est au plus haut niveau qu'il faut les former. Parce que pour que ça irrigue et que ça descende dans des verticalités d'organisation hiérarchique de l'entreprise, quelle que soit. Alors, c'est peut-être plus simple dans les TPE, PME, le dialogue est plus direct. D'ailleurs, je ferai juste une remarque. On a une recrudescence depuis maintenant 5 ans de salariés de dirigeants de TPE, PME qui deviennent salariés de leur entreprise pour des raisons de protection sociale, pour des raisons d'assurance chômage. Et donc, ça prouve bien qu'à un moment donné, il y a une forme vis-à-vis de ce qu'eux vivent de leurs salariés, de protection qu'eux n'ont pas aujourd'hui, et le travailleur et le dirigeant d'entreprise, il a aussi besoin de cette forme de protection. Donc moi, je pense que le sujet des désignations devra se reposer pour éviter que certains groupes, qu'ils soient dans le monde de l'assurance, je prends les groupes d'assurance d'actionnariat, ou que ce soit les groupes de protection sociale, institutions de prévoyance ou mutuelles, qu'on arrête de se tirer un peu la bourre sur des thématiques qu'on ne devrait pas, en fait. Et le CIRP est l'organe centralisateur et coordinateur, je trouve, et je remercie Marianne Monchamp et sa présidence de nous avoir invités, mais ça, c'est un sujet, les désignations, qu'il faudra remettre au cœur des sujets, notamment sur la prévoyance, et peut-être sur la santé, ce sera beaucoup plus difficile, parce qu'il y a des directives européennes, et puis il y a des arrêts, notamment de 2013, qui font que ce sera beaucoup plus compliqué. Mais sur la prévoyance, ne jouons pas au feu avec ça, et faisons en sorte que notre jeunesse aussi prenne conscience que les vieux, nous on a été jeunes, et que les vieux c'est important. On parle de seniors, on parle de retour des seniors au travail, on parle de plein de choses. Et pour retourner au travail, pour être maintenu dans le travail, il faut être en bonne santé. Et donc en parler, au même titre que le harcèlement ou d'autres thématiques qui sont douloureuses, et bien que les dents soient un sujet complètement normal de dialogue entre nous, et qu'on y mette non pas les rustines que certains, parce qu'on a aussi, alors je terminerai là-dessus, on a aussi cette fainéantise intellectuelle chez nous, comme chez les politiques, de dire on construit une rustine qui vient temporairement régler quelque chose et cocher une case et on passe à autre chose. Non, je pense que l'argent, ce n'est pas un objectif, c'est un moyen de faire des choses. Et qu'aujourd'hui, il y a suffisamment d'argent, sans recréer, là c'est le patronat qui le dit, sans recréer des cotisations supplémentaires ou de prélèvements sociaux supplémentaires. Il y a peut-être une réorganisation, notamment, je prends juste un exemple, la famille, 36 milliards, et le patronat, il prend toute sa part, notamment l'entreprise. Il y a peut-être des réfléchages dans un pays où, d'ailleurs, on a oublié la politique familiale depuis des années. Voilà. Et je pense que là, collectivement, c'est ça qui doit nous amener à nous retrouver, notamment sur les enjeux de 2027 qui arrivent bientôt. Merci Thierry. Effectivement, le mot capital humain revient tout le temps et je pense qu'il faut retenir ça comme boussole. Alors, dernière question que je voulais vous poser, il me semble en tout cas que dès qu'il s'agit d'aménager, de se rencontrer pour aménager, c'est-à-dire de mettre en place véritablement un accord de branche, d'entreprise, ça semble difficile, en tout cas, ça se bouscule pas au portillon, comme on dit. Vous avez cette sensation ou non? Sur les accords de branche? Oui. Pas que sur les accords de... Il y a quand même une l'aménagement, se dire, voilà, on se rencontre pour ça, on ne se rencontre pas pour autre chose. Non, mais il y a d'abord une obligation légale de négociation au sein des branches sur la question effectivement des aidants, ce qui n'est malheureusement pas une obligation de résultat. Mais d'une manière générale, les partenaires sociaux sont assez conscients de la dimension d'aidants. La problématique, elle n'est pas tellement là. La problématique, elle est sur les solutions. Comment effectivement on peut utilement accompagner les salariés aidants, ou en tout cas les soulager. Quels sont les dispositifs qui sont disponibles? Vous avez traditionnellement quand même, en tout cas moi c'est ma vision, 2 types de solutions et 2 types d'approches. Les 2 types de solutions, vous avez des solutions de curation et vous avez des solutions de prévention. Moi personnellement, je pars du principe qu'effectivement l'entreprise étant un territoire de santé, il doit impérativement investir sur la prévention.
Parce que la curation a tout son intérêt dans des situations particulières, mais comme vous l'aurez vu, finalement, assez peu de gens demandent le congé aidant. En réalité, vont plutôt faire des arrêts maladie. Les dons de jour, etc., ça nécessite effectivement de se déclarer à son employeur. Moi, cette question qui consiste à se poser éternellement la question pourquoi les aidants ne se déclarent pas à leurs employeurs, enfin, j'ai envie de dire, c'est un peu normal. Ça reste quand même leur vie privée. Ça a trait à l'intime. Et d'ailleurs, ils n'ont pas totalement tort de ne pas se déclarer, puisque dans l'enquête, la remarquable enquête de l'OCIRP, on voit bien que de la vie des DRH et des managers, entre 60 et 70% d'entre eux considèrent que l'aidant, c'est un frein à la carrière. Donc vous n'allez pas demander à un salarié de se faire harakiri en allant voir son employeur pour le dire « je suis en situation de fragilité ». Bon. Donc il y a des solutions qui, de mon point de vue, sont plus intéressantes, qui sont des solutions de prévention, pour instaurer effectivement une culture de l'aidance au sein des branches, bien entendu, parce qu'il faut irradier tout, à savoir si c'est les branches ou les entreprises. Moi, je suis plutôt favorable à le faire au sein des entreprises, mais l'action des branches est évidemment essentielle. Mais comment est-ce qu'on peut prévenir ce risque en étant recentré sur véritablement à quoi fait face l'aidant? Et l'aidant, si je dois vraiment résumer au maximum, il a une problématique qui est le temps, la gestion de son temps. Parce que si effectivement il a un second métier étant aidant et en n'étant pas accompagné, on peut être sûr qu'on va avoir quantité de conséquences derrière. On a évoqué la santé mentale, bien entendu, mais pas que. Et ça va avoir également des impacts sur la productivité et l'image de l'entreprise. Voilà. Donc, solution de curation, solution de prévention, et malheureusement dans ce pays, on a un petit peu trop souvent envie d'aller vers des solutions de curation. Il faut redonner la part belle à la prévention au sein de l'entreprise. Donc, prévention et curation sont les deux mamelles de l'aidance, hein, c'est pour parodier Sully, ministre d'Henri IV. Juste la parole à Bruno et un petit mot de Thierry après. En réaction rapide, je pense qu'il faut ramener au risque. Et j'insiste volontiers sur l'aspect du risque de la santé mentale. Face au risque, on se dit comment on aborde cette problématique. Il faut abaisser ce risque. Et donc pour abaisser le risque de santé mentale, ça a été dit, et c'est parfois, alors je ne dis pas conflictuel, mais on y va tout doucement, c'est comment on abaisse l'intensité de la charge. Donc la charge mentale, mais probablement aussi la charge de travail. Si on veut mettre tout le monde d'accord sur ce sujet, il faut qu'on ait une approche comme la médecine du travail aurait sur l'aménagement du temps de travail ou l'aménagement du poste. C'est des clés qui existent déjà, c'est des solutions qui existent déjà. Deuxième réaction, c'est face à ce risque, les possibilités de protection sociale complémentaire, ça nourrit aussi une nécessité de mutualiser ce risque et la nécessité de le cofinancer. C'est l'intérêt de l'aidant d'avoir un dispositif, mais c'est aussi l'intérêt de l'entreprise que de mutualiser un risque par un cofinancement, y compris du salarié. Francky, justement, vous disiez que il faut être exemplaire, il faut peut-être aider ses adhérents. Ça répond un petit peu à ce que disait Benoît. C'est-à-dire qu'il faut être... les adhérents des syndicats souffrent aussi, n'est-ce pas? Oui, mais moi je pense que, encore une fois, en tant que corps intermédiaire, nous avons aussi un rôle à jouer dans l'accompagnement, dans la réflexion. Un point pratique. Aujourd'hui, depuis tout à l'heure, c'est venu... L'aidant a parfois peur de dire à son entreprise « je suis aidant ». Et on a dit parce qu'effectivement, il y a un problème de promotion, etc. Aujourd'hui, 1 sur 5, demain 1 sur 4. Il va falloir réfléchir quand même, parce qu'il y a quand même une matière humaine qui, à l'intérieur, peut apporter toute sa compétence, tout son talent à l'entreprise. Donc, il faut regarder, aidant ou pas. C'est encore un système d'inclusion sur lequel il faut réfléchir. Pour prendre un élément très, très pragmatique, il y a quelque chose en France qui, aujourd'hui, dans les entreprises, n'est pas suffisamment vécu, n'est pas suffisamment suivi, comme un moment primordial, vital. C'est celui de l'entretien annuel professionnel. On l'appelle comme on veut selon les entreprises.
Mais aujourd'hui, c'est le cœur du débat. C'est à ce moment-là qu'il y a une relation privilégiée avec l'entreprise via le manager. Qu'est-ce qu'on en fait? Rien. Et quand tu dis, à juste titre, vous, syndicalistes, qu'est-ce que vous devez faire? Nous aussi, à la CFE-CGC, en tout cas à la Fédération Assurance, nous travaillons au comité fédéral pour réfléchir là-dessus, pour dire qu'est-ce qu'on doit faire de l'entretien annuel professionnel. Et bien entendu, on trouve les danses au milieu. On trouve aussi d'autres problématiques personnelles. Tout à l'heure, on a dit, et c'est très compliqué, de dire ça concerne ma vie privée. Oui, mais quand elle a une interaction avec la vie professionnelle, l'organisation syndicale et la direction des ressources humaines, plus spécifiquement, doit aider l'entreprise à faire que le salarié ou la salariée se dévoile. Donc, l'entretien annuel professionnel est un élément essentiel. Quand tu parlais d'exemplarité, je dis que nous aussi, syndicats, nous avons notre part à prendre dans ce que nous devons négocier sur les entretiens annuels professionnels, par exemple. Quelques mots, Benoît. C'est un sujet complexe. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de situation d'aidance, il y a des aidances. Et il faut être très pragmatique. C'est-à-dire qu'on a vu dans les enquêtes, et nous, on a fait aussi une enquête au niveau de la sécurité sociale qui confirme. C'est pas la même chose si vous aidez une personne, un parent qui est plus ou moins en fin de vie, que si vous aidez un conjoint ou un enfant handicapé. Dans certains cas, vous allez, excusez-moi, vous en prendre pour 3 mois, dans d'autres cas pour 20 ans. Donc, c'est pas forcément les mêmes solutions que l'on doit proposer. Ce qui est important, c'est que dans le cadre de la négociation, on ait une sorte de boîte à outils. Moi, je suis beaucoup pour la responsabilité, le volontarisme, presque l'individualisation des solutions. Il y a un cadre général à avoir, mais je veux dire, au niveau de nos boîtes, et il faut que ce soit les DRH qui prennent la main par rapport à ça. On va proposer et orienter tel type de salarié aidant vis-à-vis de telle solution. Il est clair que les questions d'aménagement du temps de travail, c'est des choses qui ne coûtent rien. Je veux dire, le télétravail ponctuel, généralement on a des accords autour de 2-3 journées. Si pendant 3 mois, il faut que la personne elle soit à 5 jours de télétravail, parce que c'est comme ça, où est le problème? Le compte épargne-temps, ça c'est un exemple, on va avoir cette négociation-là. Nous revendiquons la création d'un CETA, d'un compte épargne-temps aidant. Ça veut dire quoi? Dans le compte épargne-temps, vous avez des plafonds. Vous ne pouvez pas prendre votre compte, il faut avoir un certain nombre de jours. Enfin, bref, il n'y a pas de souplesse et de flexibilité. Il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire, parce que ça se prévoit parfois la situation d'aidance, s'ils veulent épargner des primes, des 13e, des 14e mois, ou que sais-je, ou des journées de congé, allez, je vais être provocateur, j'aime bien être provocateur. Parfois, on a trop de jours de congé en France. Les RTT, les 35 heures, les jours. On pourrait très bien. Moi, j'ai des salariés qui me disent j'ai trop de jours de congé, je demande le rachat. Bon, eh ben, pourquoi ne pas les épargner, par exemple, par rapport à cela? Il y a des solutions qui ne coûtent rien, je veux dire, permettre de partir pendant une plage fixe, temporairement. La semaine de 4 jours, par exemple, parce qu'on a bien vu qu'il faut éviter les pertes de salaire. Organiser le travail, lorsque c'est possible, sur 4 jours temps plein, est-ce que ça pose vraiment un problème? Tout ça, ce sont des exemples de solutions où l'entreprise, et c'est ça qui est essentiel, le salarié et l'entreprise doivent être gagnant-gagnant. Le salarié a intérêt, parce qu'il a formé, qu'il a recruté un salarié, à le fidéliser, et à ce qu'il soit pleinement efficace, parce que quand il va revenir à l'entreprise, il va être, excusez-moi, ça va être un peu des vacances, et il va donner le maximum, et le salarié va être reconnaissant, je pense aussi, vis-à-vis de l'entreprise. Donc c'est aussi peut-être, à travers ça, une autre conception de la relation sociale et de la relation humaine, tout simplement. Merci, merci Benoît. Donc, en fait, vous nous avez dit ce qui était important pour vous, et je voudrais que les autres intervenants fassent la même chose de façon très brève, puisqu'on a très peu de temps. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Qu'est-ce qui vous est cher? Thierry, par exemple. Enfin, moi, je pense qu'il faut déjà, en entendant, et je voudrais compléter ce que disait Amaury, sur les branches professionnelles, il y a une disparité aussi. Il y a des modèles économiques différents, des tailles d'entreprises différentes. Donc, il ne faut pas se tromper non plus. Quand je disais de l'accord national interpro, peut-être il servirait aussi à refaire un petit peu le point sur tout ce qui existe un peu partout. Je dirais que les grandes entreprises, les grands groupes, elles ont presque une obligation, elles, de le faire, parce qu'elles ont les moyens de le faire en interne. Mais dans les TPE-PME, il y a des modèles économiques qui sont un peu différents. La semaine des 4 jours, c'est un sujet, mais malheureusement, ça ne s'applique pas partout. Mais en tout cas, c'est un sujet. Et je pense que déjà, le fait de faire l'inventaire de tout ce qui existe au niveau des partenaires sociaux et de le mettre dans un cadre interprofessionnel, pour donner les moyens des branches, il y a 500 branches dans ce pays, il y en a vraiment 100 qui négocient. Je ne mélange pas la branche de la métallurgie,
qui est extrêmement efficace et opérationnel avec la branche des experts géomètres, et j'aime beaucoup les experts géomètres, ou la branche des poissonniers et caillers. N'ont pas les mêmes, c'est pas les mêmes modèles économiques, elles n'ont pas mis en place les mêmes dispositifs, elles n'ont pas les mêmes moyens. Quand vous avez un accord collectif dans les experts géomètres et vous avez un chef d'entreprise qui décède et qui laisse deux orphelins, je peux vous dire qu'ils mangent la moitié de ce qui restait en fonds propres dans les dispositifs de prévoyance, ce qui n'est pas le cas dans la métallurgie. Donc il y a peut-être déjà, nous, à notre niveau politiquement, de se réemparer le sujet pour pousser au niveau des politiques, pour en faire une vraie politique publique, parce que je pense que l'État aussi ne doit pas s'exonérer d'eux, les fléchages financiers peut-être à réattribuer, refaire nous au niveau interprofessionnel un cadre plus large, qui donne les moyens des branches qui ne peuvent pas y aller, parce qu'il y a aussi des branches qui sont dominées par des très grands groupes, qui n'ont aucun intérêt à voir le champ conventionnel évoluer, et malheureusement en font des fois même un élément de recrutement de ressources humaines et d'attractivité dans leur entreprise. Donc je pense que ça c'est aussi un sujet. Donc déjà si on pouvait remettre l'église au milieu du village à notre niveau interprofessionnel pour redéfinir un cadre plus large, inventaire, revoir un petit peu ce qui se pratique, stimuler les branches qui ne peuvent pas, qui aujourd'hui ne négocient pas, déjà ce sera un très grand pas. Et surtout restimuler nos politiques. Donc je le redis parce que c'est un vrai sujet et je pense que tout le monde ici dans ses responsabilités devra pousser à un moment donné pour 2027 pour que cette thématique-là, comme d'autres, elle soit quand même mise au même niveau que la rémunération, que les retraites. Merci Thierry. Francky, en étant moins bavard que le patronat. Ils ont largement mangé notre temps de parole, on n'est que 2 contre 3. Hein. Voilà, c'est la fin du compromis. Donc, pour conclure et pour revenir sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, celui de l'aidance. D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est la nécessité d'information d'un point de vue pratico-pratique. Et puisque nous parlons de militantisme depuis tout à l'heure, il faut, moi j'appelle de mes voeux en permanence le militantisme pédagogique. Et ça vaut pour toutes les organisations, parce que ce qui manque en France, parce que je viendrai au deuxième point pour aller très vite, celui de la protection sociale. Ce qui manque en France, c'est aujourd'hui d'informer, de donner, d'expliquer. Et forcément, on l'a vu au travers des sondages, des statistiques qui nous ont été données. Il manque d'informations, y compris pour les aidants qui sont concernés au quotidien. On ne sait pas dans les territoires, le SAD, les aides médicales, etc. Tout ça est mal connu. L'entreprise peut aider, mais elle ne peut pas le faire seule. Donc forcément, il faut qu'on travaille là-dessus. Et puisqu'il doit y avoir une réflexion, je pense, claire sur notre protection sociale, notre modèle social, parce que si on ne le réinvente pas, effectivement, la sécurité sociale va avoir 80 ans. Demain, il faut être en capacité d'y réfléchir. Et effectivement, si on n'est pas en capacité de réinventer le modèle, on ne va pas pouvoir l'étayer, on ne va pas pouvoir le conserver en l'état, on le sait. Mais en tous les cas, il faut réfléchir au financement. L'aidance est un des piliers aujourd'hui sur lesquels on doit réfléchir, qui se réinvente moins parce qu'il a été moins connu, moins travaillé. Mais en tous les cas, il doit être associé aux éléments de réflexion, prévoyance, santé, etc. Et je finirai par une chose. Oui, il va falloir réinventer un modèle pour conserver celui qui existe. Et l'aidance fait partie des réflexions que nous allons devoir avoir. La question initiale était, y a-t-il utilité au dialogue social, finalement, dans ce domaine? Je pense que je viens d'y répondre. Maintenant, il va falloir être volontariste pour convaincre aussi nos gouvernants politiques pour faire avancer le schmilblick, permettez-moi l'expression. Bruno. En synthèse, en quelques mots, le point clé, c'est l'égalité des chances. Et je reprends volontiers la présentation de l'Institut 4.10. Arnaud a insisté très tôt sur le statut de l'aidant et sa définition. À défaut d'en faire une contrainte, il faut en faire un statut protégé, comme il existe des notions d'égalité des chances sur le handicap, sur la non-discrimination, le sexisme, etc. Je pense que c'est un point d'entrée qui permettrait non pas de contraindre, mais de protéger. Merci. Amaury, 2 mots. Oui, très brièvement. Sur la question des branches, effectivement, la négociation a tout son intérêt. Comme il a été dit très justement, il y a des problématiques très différentes entre les branches. Mais personnellement, avec mon entreprise, pour couvrir 14 branches professionnelles, je me rends compte quand même que
c'est bien que la branche ait effectivement une impulsion, mais il faut quand même savoir que l'action sociale des branches est quand même assez loin des salariés, parce qu'elle a quantité d'autres sujets. Bon. Donc il est impératif, il ne faut pas que des accords de branche dédouanent effectivement les partenaires sociaux de négocier en entreprise, parce que c'est quand même l'entreprise qui connaît ses salariés, c'est l'entreprise qui est dans une problématique particulière et qui donc doit adapter ses politiques. Et ça me permet de rebondir sur le dernier point qui me semble très important. Il faut en revenir à l'expérience terrain de l'aidant. Je vois trop souvent des colloques où on parle, on affiche les solutions comme un catalogue à la Prévert, mais finalement, qu'est-ce que veut l'aidant, ou les aidants, ou les typologies d'aidants? Effectivement, comme vous le disiez très justement, il y a des cas très différents. Bon, on a accompagné jusqu'à 10 000 aidants. Donc de la prise de contact jusqu'à la mise en œuvre des services, le suivi, etc. Moi, je peux vous dire que l'extrême majorité des salariés aidants n'ont pas envie de sortir de l'entreprise, n'ont pas envie de se déclarer à l'employeur de peur d'être stigmatisés, ont envie de continuer à travailler, ont envie d'avoir une vie sociale, ont envie de progresser dans leur carrière et en aucun cas ont envie de s'enfermer dans une vie précarisée compte tenu de la manière dont c'est indemnisé, dans une vie d'aidant uniquement. Donc, il faut effectivement essayer aussi de sonder le cœur des aidants, les rendre bien sûr moins invisibles, c'est sûr, mais pas leur imposer une transparence totale en disant « si vous ne vous déclarez pas, vous n'aurez droit à rien ». C'est pas le sujet. Il faut respecter l'intime, il faut comprendre quel est le parcours réel de l'aidant, où sont les difficultés. Est-ce que c'est dans l'information? Est-ce que c'est dans le conseil? Est-ce que c'est dans l'organisation des soins? Est-ce que c'est dans le traitement des tâches administratives? Est-ce que c'est dans la coordination des acteurs de domicile? C'est ça qui est important. Donc, essayer d'avoir finalement des solutions qui soient plus proches du terrain et des partenaires sociaux, employeurs comme organisations syndicales, qui se doivent aussi de comprendre les retours d'expérience, qu'est-ce qu'un aidant, à quoi il fait face, etc., pour essayer d'orienter des solutions qui en sont vraiment. Merci, Amaury. Je crois qu'on peut les applaudir, bien évidemment. Vous ne bougez pas.